moment de préparer cette émission, nous pensions à toutes sortes de scénarios de conflit à la frontière avec le Liban. Mais cette tension avec le Hezbollah semble être redescendue de plusieurs crans. La raison, cette énorme explosion dans le port de Beyrouth. Une énergie sismique équivalent à un séisme de 4,5 sur l'échelle de Richter. L'équivalent d'une bombe de 400 tonnes de TNT. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium seraient la cause de l'effet dévastateur de l'explosion en stock confisqué depuis 2014, selon les autorités libanaises. Confisqué par qui? Pour quel objectif? Israël n'est pas accusé à ce stade. Et le regard au Liban se tourne vers le Hezbollah. Janvier 2012, un homme agissant pour le compte du Hezbollah a été arrêté en Thaïlande en possession de 3 tonnes de nitrate d'ammonium. Il prévoyait des attaques contre des cibles israéliennes. Juin 2015, la police chypriote arrête à Larnaca 2 hommes d'origine libanaise en possession de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium. Ils déchargeaient des containers en provenance du port de Beyrouth. Le Hezbollah se servait-il de ce nitrate d'ammonium pour construire des bombes et des missiles? Les prochains jours, prochaines semaines vont être déterminants pour le Hezbollah, tant sur la scène interne au Liban que dans sa relation avec Israël ou pour toute la région. Et mon premier invité, Gershon Hacohen, général de réserve de Tsahal. L'état-major n'aurait pas aimé la conférence de presse du Premier ministre et de son ministre de la Défense après la première opération de Hezbollah et aurait préféré sortir ou faire profil bas et laisser au Hezbollah le soin de redescendre de l'arbre. Donc en clair, Gershon Hacohen, Tsahal est fort face à la Syrie et à l'Iran et hésitant ou faible face au Hezbollah? Sans entrer dans des détails qui ne sont pas autorisés à publication et sans évoquer ce que je qualifierais de rumeurs, il est important de préciser ce qui me semble crucial en ce qui concerne le Hezbollah et le Hamas. Ces organisations ont réussi ces dernières années à faire peser sur Israël une menace stratégique, je dirais même un équilibre des forces stratégiques. Je m'explique. Ils n'ont pas la possibilité de conquérir Tel Aviv en lançant une campagne militaire traditionnelle, mais ils ont la capacité de bloquer la vie quotidienne du pays en frappant avec leurs missiles des sites sensibles sur tout l'ensemble du territoire, avec un arsenal de missiles que ne possède aucun des pays du monde. Pour le Hezbollah, 150 000 roquettes, dont certaines de longue portée, sans parler de missiles de précision téléguidés. C'est du jamais vu. Cela signifie que nous devons prendre en compte que chacune de nos opérations implique une réaction quasi immédiate de l'autre partie. Une situation qui peut dégénérer en conflit généralisé. Donc il vaut mieux se poser la question. Si on lance une opération qui peut déclencher une guerre, il vaut mieux contrôler la situation et décider du timing des opérations plutôt que d'être entraîné dans un tourbillon et au final se poser la question, est-ce que c'était vraiment judicieux de le faire? L'actualité, c'est aussi ces 15 ans depuis le retrait du Gush Katif. Une piqûre de rappel cette semaine avec cette roquette tirée depuis Gaza, Gershon Hacohen. Oui, cela est lié à ce que je viens de dire, et c'est important. S'il y a quelque chose de bien qui est ressorti de ce retrait de Gush Katif, qui est en lui-même une mauvaise chose, c'est que les Israéliens qui apprennent toujours avec la manière dure peuvent enfin comprendre ce qui se passe si le pays se retire des territoires de Judée-Samarie. Tel Aviv sera alors à portée de tir de roquettes du pays palestinien occupé également par des forces iraniennes, puisque nous ne pourrons plus contrôler la zone de la vallée du Jourdain. Même si des soi-disant experts militaires pensent qu'on peut faire confiance en des puissances étrangères pour assurer la sécurité de la vallée du Jourdain. Donc au final, ce retrait du Gush Katif est une leçon donnée aux Israéliens et au monde entier pour comprendre pourquoi il est interdit de se retirer de Judée-Samarie. Et si c'est le cas, Israël ne pourra plus se défendre et sera face à une menace existentielle pour sa survie. Vous étiez commandant de l'opération au moment de ce retrait. Avec le recul, vous dites même que vous n'aviez pas le choix que d'accepter la mission, mais vous étiez farouchement opposé. Comment on procède à reculons? Je pense avant tout avoir présenté une image de quelqu'un qui est loyal envers l'État qu'il représente, même si je n'étais pas d'accord avec la décision prise, puisque l'union dans le peuple est aussi une mission qui m'incombait. Mais au-delà de cela, il est clair pour moi que tout dépendrait de la manière dont j'exécuterais la mission et qu'il y aurait des conséquences dans le futur. Ce n'est pas un jeu dont on parle. Cette semaine, un article a été publié sur Israël Hayom, selon lequel Ariel Sharon prévoyait de se retirer de toutes les implantations après en avoir terminé avec la première étape. Et ça, je le savais déjà à l'époque.
Ça m'a fait penser à ce que le général Zhukov a proposé à Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, de se retirer de l'Ukraine pour mieux protéger Moscou. Il faut parfois savoir perdre un combat pour gagner ensuite un conflit. Il était clair pour moi que si les habitants des implantations perdaient leur légitimité avant et pendant le retrait, il aurait été plus simple ensuite de les expulser. Vous avez déclaré également, Gershon Cohen, que le coup d'État du Hamas n'était pas si catastrophique que cela. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Avant toute chose, la grande différence entre le Hamas et Mahmoud Abbas n'est pas sur le long terme, puisque de manière idéologique, tous les deux veulent remplacer à terme l'État d'Israël. La différence est dans la manière de le faire. Abou Mazen pense qu'il faut le faire via la voie diplomatique. Le Hamas estime que la seule solution est par un conflit armé. Ce que nous avons réussi à montrer après le retrait, c'est la rapidité avec laquelle le Hamas a pris le contrôle du pouvoir à Gaza et passé à une action armée. Ce qui décrédibilise tous les défenseurs de la paix, ce que ce soit John Kerry, Barack Obama ou Yossi Beilin, qui pensent qu'il suffit de penser positif pour que la situation sur le terrain soit positive, et que si elle n'est pas positive, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment voulu et œuvré pour qu'elle le soit. C'est une hallucination qui est appliquée de plus en plus en Europe occidentale et chez les néolibéraux aux États-Unis. C'est une hallucination fomentée par des personnes à qui je ne donnerais même pas la gestion d'une supérette. Donc en clair, vous dites qu'il valait mieux rester à l'intérieur. Ce n'est pas le consensus pourtant. Avant toute chose, il est évident qu'il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous pouvons clairement faire une comparaison entre les deux situations. Nous nous sommes séparés totalement de Gaza en y sortant et en y plaçant une frontière claire. En revanche, en Judée-Samarie, nous sommes dans la zone C, mais avec une possibilité de pouvoir intervenir rapidement en zone A et B si besoin est. Sans grands efforts, nous avons une liberté opérationnelle dans ces zones. Si je prends l'exemple de Gaza, une opération de l'armée à Bet Hanoun, à 5 minutes en voiture de la frontière, contre une infrastructure d'armes nécessite une préparation de toute la division, conjointement avec l'armée de l'air et l'accord du cabinet restreint de sécurité. Vous le voyez, c'est assez complexe, d'autant que cela peut entraîner éventuellement des roquettes sur Tel Aviv. En revanche, une opération à Naplouse, dans le cas où les services de renseignement détectent une préparation d'attaque terroriste, 3 jeeps suffisent et sont envoyés sur place sur une décision du commandement de compagnie, sans l'accord bien sûr du cabinet sécuritaire. On parle ici d'une liberté totale d'opération militaire sans aucune crainte de savoir ce que l'autre partie peut prévoir le lendemain. Donc en résumé, la situation géographique et géostratégique en Judée-Samarie est la meilleure option à l'heure actuelle, et non celle d'une séparation totale avec la construction d'une barrière. C'est une preuve de faiblesse que l'on donne à l'ennemi et qui peut entraîner des conséquences négatives pour nous. Même au prix de reconquérir Gaza? Et si un jour nous devons le faire, il y a des plans déjà prêts. Il est possible de conquérir militairement Gaza. Mais là, il faut le savoir. À partir du moment où nous nous sommes retirés de Gaza et que nous ne sommes plus à l'intérieur, ils ont préparé un plan de défense concret qui se base sur des villes souterraines, en dessous de Gaza et de Khan Younes. Et il vaut mieux se poser la question de savoir combien ces combats vont durer. La guerre menée par nos alliés, les Américains et autres armées, irakiennes, forces iraniennes, kurdes, à Mossoul contre l'État islamique, a duré 9 mois. Il serait judicieux de pouvoir apprendre et comprendre la manière dont ils ont opéré. Merci, général de réserve de l'armée israélienne Gershon Cohen. À la grâce de Dieu, et que les Israéliens ouvrent les yeux. Cette semaine, dans Défense, on vous parle également des données sur l'enrôlement des femmes dans des unités combattantes de l'armée israélienne. Océane Nicole, Loïc Stecher. C'est un poste occupé le plus souvent par des hommes, mais ces dernières années, elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre ces unités. Elles, ce sont des soldates de l'armée israélienne. Elles ont fait le choix de s'engager volontairement dans les unités combattantes de Tsahal. Selon les données de l'armée israélienne, le nombre aurait même atteint des records. En 2019, 6000 femmes ont occupé des postes de combattants dans ces unités. À titre de comparaison, en 2017, le nombre était de 2700 soldates. Et pour l'année 2014, seules 2500 femmes avaient servi dans les rangs des unités combattantes.
Selon ce même rapport, les postes administratifs occupés par des femmes au sein de l'armée sont en baisse de 15%. Les femmes semblent donc de plus en plus motivées à occuper des rôles de combattants et même de tankistes. L'armée israélienne prévoit même que cette tendance va se poursuivre. Dans quelques mois, lors de l'incorporation des Israéliens dans Tsahal, les femmes pourraient représenter 40% de nombre total de soldats dans l'armée israélienne. Allez, on s'arrête un instant sur le cours de l'histoire. C'était il y a 30 ans, le 2 août 1990, l'armée de Saddam Hussein envahissait le Koweït, déclenchant la première guerre du Golfe. Bonjour, Océane Nicole, vous nous racontez. Bonjour Mathias, exactement, et tout a commencé sur fond d'intérêts financiers et géopolitiques. L'Irak accuse alors le Koweït de pomper dans ses nappes pétrolières dans la zone frontalière entre les deux pays. Bagdad est alors soutenu par l'URSS et le Koweït est lui soutenu par les États-Unis. Et dès la fin du mois de juillet 1990, Mathias, Washington annonce que des milliers de soldats irakiens sont massés à la frontière et résultat, dans la nuit du 2 août de cette même année, à 2 h du matin précisément, l'armée irakienne franchit la frontière et en quelques heures seulement, Koweït City, la capitale, est occupée et le pays tombe donc aux mains de l'Irak. L'émir du Koweït se réfugie, lui, en Arabie Saoudite. Son frère est tué et près de la moitié de la population koweïtienne commence à fuir, notamment vers la Jordanie. Et 6 jours plus tard, nous sommes donc le 4 août, l'Irak, via son président, donc le président Saddam Hussein, proclame sa fusion totale et irréversible avec le Koweït. Et dans la foulée, les Américains interviennent et comme d'habitude, Israël est pris pour cible. Exactement. Alors, dans un premier temps, les pays vont essayer de négocier via Washington, Moscou et 35 pays de la coalition internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exige, lui, un retrait total irakien et lance un ultimatum à Saddam Hussein, mais rien n'avance. Donc, le président de l'époque, le président américain George Bush père, lance l'opération Tempête du désert ou bouclier du désert. Les Américains et la coalition internationale bombardent donc la capitale, Bagdad, et Saddam Hussein veut riposter, mais choisit en effet Israël pour le faire. Résultat, des missiles sont tirés sur le centre du pays, vers le centre d'Israël. Un Israélien va décéder des suites plus tard d'une crise cardiaque. Et si les États-Unis exhortent Israël à ne pas répliquer pour éviter de faire voler en éclats toute la région, Washington envoie et livre à Israël des missiles antimissiles patriotes. Mais on se souviendra, ça va marquer la mémoire israélienne, de ces images d'Israéliens en train de scotcher adhésivement leurs fenêtres et ces Israéliens équipés de masques à gaz qui resteront donc marqués dans la mémoire du pays. Merci Océane Nicole. La première guerre du Golfe, en tout cas, qui prendra fin d'ailleurs le 28 février 1991. Merci à vous. Selon une récente étude, 5000 soldats israéliens qui ont combattu au cours de l'opération Bordure Protectrice en 2014 souffrent de syndrome post-traumatique. Explication de Lise Ben-Komoun et Noémie Aliwa. On en parle juste après avec nos invités. Un bruit, un geste, une odeur, et les voilà de nouveau transportés dans l'enfer de l'opération Bordure Protectrice. En façade, ils semblent bien. En réalité, ils souffrent du syndrome post-traumatique suite à leur service militaire ou leur période de réserve. 15% d'entre eux ont des symptômes nécessitant une intervention. 27% disent qu'ils ont du mal à s'adapter à la vie civile. Et 30% ressentent de la colère, de la peur ou de la honte. Autre chiffre surprenant, les femmes souffrent plus de post-trauma que les hommes, 18% contre 13%. Le pire, 66% des soldats interrogés pensent qu'ils n'avaient pas été bien préparés à la guerre à Gaza. Aujourd'hui, nombre d'entre eux ne sont pas reconnus par le ministère de la Défense et donc ne sont pas aidés. Pire, avec le corona, le budget des associations qui s'occupent d'eux a été réduit. Malgré cela, 80% d'entre eux sont fiers de leur service dans Tsahal. Leur demande est alors simple, être aidés par ceux qui les ont envoyés au front. Dani Atom, bonjour, vous êtes ancien chef du Mossad. Pourquoi le sujet des post-traumas au sein du Mossad n'est-il pas du tout discuté ou même reconnu? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, on ne parle pas. Et il vaut mieux ne pas en parler de ce qui se passe à l'intérieur du Mossad, dans la mesure où on parle d'une agence secrète,
plus que n'importe quelle agence de l'État d'Israël. La deuxième raison, c'est parce que le phénomène de syndrome post-traumatique, qui est certes connu au sein du Mossad, est beaucoup moins important et répandu dans l'agence. Et lorsque j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi, je suis arrivé à la conclusion qu'au Mossad, bien plus que dans d'autres forces de sécurité, la préparation mentale est essentielle et cruciale tout au long de la formation des recrues et de leur travail. Et ce, bien au-delà de la préparation physique des combattants et des combattantes de l'agence. Avant toute opération, avant toute mission, ces agents sont préparés au mieux mentalement. Une préparation mentale qui a lieu tout au long de l'année, tout au long de leur carrière. C'est pour cela que les agents du Mossad, lorsqu'ils se retrouvent à faire face à des situations très complexes et très dangereuses, parviennent à surmonter leurs sentiments et la crainte d'être diagnostiqués souffrant de troubles post-traumatiques, tout simplement parce qu'ils sont prêts mentalement. Ils le sont, à mon avis, plus que d'autres. J'ai un souvenir, Dani Yatom, cette tentative d'élimination de Khaled Mashal en Jordanie en 1997. À ce propos, vous confirmez d'ailleurs que cette opération a été décidée avant que vous preniez la tête du Mossad. J'ai reçu entre les mains cette mission et je l'ai acceptée. Je suis contraint de respecter ma responsabilité. Donc 2 agents du Mossad sont arrêtés, libérés. On dit d'ailleurs qu'ils ont été torturés. Savons-nous ce que ressentent aujourd'hui ces agents? Sont-ils atteints de post-trauma? Bien évidemment, ils sont rentrés au terme de 12 jours d'emprisonnement dans les prisons jordaniennes, sur une équipe bien plus grande d'agents du Mossad. 2 ont malheureusement été repérés et arrêtés. 12 jours plus tard, nous les avons donc ramenés à la maison et en bonne santé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de conséquences les concernant, partant du principe que l'opération a échoué. Nous avons dû les traiter, bien évidemment, s'occuper d'eux mentalement et moralement, eu égard aux conséquences sécuritaires et autres. Mais je le répète, ils sont parfaitement en bonne santé. Mais vous, Dani Yatom, vous, ancien chef du Mossad, est-ce que vous ne ressentez aucun symptôme post-traumatique? Non, je ne suis pas atteint de troubles post-traumatiques. Je n'ai aucun symptôme. Je ne suis pas atteint de dépression. Je n'ai pas de cauchemar. Je peux vous garantir que je dors bien la nuit. Je ne vis pas de scène en plein jour où des gens me sautent dessus au milieu d'un espace public et veulent me faire du mal, me tuer ou m'attaquer. Je ne ressens aucun de ces symptômes. C'est peut-être que certains sont plus forts que d'autres mentalement. Et pourtant, au cours de mon service militaire, j'ai connu de nombreux incidents très durs. On m'a tiré dessus. Des frères d'armes sont morts à côté de moi. La guerre du Kippour était particulièrement féroce. J'ai vu de très nombreux morts et de très nombreux blessés. Mais cela ne m'a pas laissé de graves cicatrices, pas suffisantes pour que je sois atteint de troubles post-traumatiques. Malgré des événements très angoissants au cours de missions, parfois au-delà de nos frontières, et ce, lorsque j'étais un jeune soldat et ensuite lorsque j'étais un jeune officier, j'ai mené des opérations loin des frontières de l'État d'Israël, et pourtant, je n'ai pas été atteint mentalement. Mais c'est parce que vous n'êtes pas atteint de syndrome post-trauma que vous les aidez? Ce n'est pas malgré tout. Je les aide parce que je connais parfaitement la situation des soldats au cœur d'unités combattantes. Nous avons monté une association qui s'appelle Trauma for Good et qui aide les combattants atteints de syndrome post-traumatique. Il y a aujourd'hui des milliers de soldats et soldates qui souffrent. Nous ne nous occupons pas seulement de l'armée, mais aussi de la police des frontières, des pompiers, des secouristes, des ambulanciers du Magen David Adom et des agents de Zaka qui œuvrent pour le respect des morts. Tous ceux qui sont exposés à des événements et des images particulièrement dures, qu'ils reviennent de combat ou qu'ils doivent traiter des blessés ou pire lors d'une attaque terroriste. Il y a d'autres associations comme nous, mais notre différence, c'est de les repérer. Mais c'est très difficile. Lorsque vous êtes amputé d'un bras ou d'une jambe, ça se voit. Alors que celui qui est mentalement atteint, c'est presque invisible, à moins qu'il ne perde tout contrôle de lui-même, et ça arrive parfois. Nous les repérons, nous les aidons d'un point de vue juridique avec un avocat afin que le ministre de la Défense les reconnaisse comme étant handicapés militaires, ce qui leur permet des avantages financiers et d'obtenir des médicaments. Et sachez-le Mathias, c'est principalement en période de Covid-19 que la population des personnes qui souffrent de troubles post-traumatiques est d'autant plus difficile. Ils sont dépressifs et se sentent beaucoup plus faibles face à la crise. C'est pour cela qu'ils ont besoin de nous, besoin de l'État, plus que dans n'importe quelle situation. Je profite de cet entretien pour vous poser la question, parce que vous êtes ancien chef du Mossad. Est-ce qu'on sait qui opère actuellement dans ces séries d'explosions en Iran? Non.
Non, je n'ai aucune idée. Je vois ce que disent les Iraniens. Je vois et je lis ce qui est publié dans la presse étrangère. Mais je pense que même les Iraniens n'ont aucune preuve. Ils disent comme d'habitude que c'est Israël qui est derrière ces opérations, mais selon moi, ils n'ont aucune preuve en ce sens. Une question moins opérationnelle, pour finir, concernant la série israélienne à Téhéran sur les actions du Mossad en Iran. Dans quelle mesure pensez-vous qu'elle appartient à la fiction ? Avant toute chose, j'ai vu la série, très angoissante, très prenante, un thriller. Mais oui, il y a beaucoup de fiction. Merci Dani Atom, ancien chef du Mossad. Alors vous êtes aussi président d'une association qui vient en aide aux post-trauma, vous l'avez dit, Trauma for Good. Je me trouve justement avec Oren Orbitoun, le président fondateur de Trauma for Good et ancien officier des infiltrés de la police des frontières. Je le disais, 6 ans après la guerre de bordure protectrice, 5000 soldats sont atteints de syndrome post-trauma. C'est énorme. Le sujet du syndrome post-traumatique est très complexe. Je souffre moi-même de ce syndrome, mais j'ai été reconnu comme tel par les instances compétentes 16 ans après que j'ai terminé mon service obligatoire au sein des infiltrés de la police des frontières. C'est un problème qui doit être traité de manière beaucoup plus professionnelle. Il faut lancer des campagnes de prévention. Et je ne suis absolument pas surpris de voir cette étude qui tend à montrer que 5000 soldats souffrent de syndrome post-traumatique 6 ans après avoir combattu au cours de bordures protectrices. Si nous prenons le problème à bras-le-corps, il va y avoir un effet boule de neige et nous verrons de plus en plus de combattants qui souffrent de syndrome post-traumatique. Mais pourquoi le grand public n'est pas suffisamment sensibilisé sur cette question ? Très bonne question, Mathias. On a du mal à dévoiler en Israël les données au grand public. En revanche, aux États-Unis, ces données sont disponibles. Il suffit de rentrer sur votre moteur de recherche pour savoir que 20 soldats se suicident quotidiennement aux États-Unis. Et tout cela à cause de ce syndrome post-traumatique. Ce sont des soldats combattants qui se suicident mais qui tuent de manière imagée aussi ceux qui les entourent, leurs familles, leurs enfants, leurs amis, le travail, la société tout entière. Tout disparaît une fois que ces soldats se suicident. Tous ces soldats qui ont sacrifié leur vie pour leur pays doivent recevoir toute l'aide possible pour ne pas qu'ils arrivent dans cette situation. On l'a vu, le nombre de soldats américains qui se suicident est plus important que les morts de soldats américains au combat pendant la guerre du Vietnam. Connaissons-nous ici en Israël le nombre de soldats qui se suicident ? Je le répète, nous avons des estimations mais pas de données exactes. Je ne sais pas pourquoi le ministère de la Défense décide de ne pas publier ces données, mais il faut le comprendre, on ne peut pas étouffer ce problème. On ne peut pas se le permettre. En tant que nation, c'est l'État qui a envoyé ses soldats au combat. On ne peut pas faire la politique de l'autruche et dire que ça va passer. Cela peut atteindre tous les citoyens qui habitent dans ce pays que nous aimons tant. Question plus intime. Avez-vous vous-même tenté de vous suicider ? Oui, je ne pensais pas parler de ça un jour, mais je l'ai fait dans le livre que j'ai écrit qui s'intitule « Baril de poudre ». Tout a commencé au cours d'une opération à Jenin où le commandant des infiltrés a été tué, Eli Avraham de mémoire bénie. Je l'ai très mal pris, je devais gérer l'entrée des forces dans une pièce, mais Eli m'a remplacé au dernier moment, je me suis retrouvé derrière lui et au moment où nous descendions les escaliers et que les terroristes ont commencé à nous tirer dessus, Eli a été tué, il a pris une balle en pleine tête. J'avais alors 20 ans, j'étais jeune, personne ne m'a demandé comment j'allais, ce que je ressentais, et on nous a tout simplement demandé de continuer à mener nos prochaines missions. Mais j'ai décidé que je ne méritais pas de vivre. J'ai posé mon arme sur ma tempe. J'ai récité la prière du Shema Israël, mais ma mère est rentrée dans la pièce et m'a fait tomber mon arme. Une balle perdue sort de l'arme, et quand je reprends mes esprits, je comprends que j'aurais pu mourir.
Je veux profiter de l'occasion pour dire à mes amis aux combattants qu'il est possible de vivre avec ce syndrome post-traumatique, qu'il est possible de fonder une famille et de faire ce qu'il faut pour continuer à vivre. La vie est beaucoup plus sainte que la mort. Et malgré tout cela, malgré votre histoire, vous avez dit à vos enfants de s'engager dans des unités combattantes? C'est une question très complexe que vous me posez là, mais la réponse est très claire. Nous n'avons qu'un seul pays et c'est l'État d'Israël. Si chacun d'entre nous pensait de manière sélective, si chacun pensait qu'à soi-même, je ne pense pas que notre pays existerait encore. Oren Arbitoun, l'actualité, c'est aussi le Covid-19. Je voulais savoir d'ailleurs pourquoi les forces de sécurité utilisent-elles plus de forces des infiltrés, votre ancienne unité, pendant le coronavirus pour accomplir des missions? Celui qui connaît parfaitement les territoires palestiniens de la meilleure des manières, celui qui sait combattre dans les rues étroites, dans les endroits les plus complexes et les plus dangereux, ce sont les membres des unités infiltrées. Je parle des soldats d'Ouvdevan, des policiers, des infiltrés et d'autres unités qui coopèrent sur place. Il faut le comprendre, ces unités d'infiltrés opèrent en nombre très réduit, pas comme pour les bataillons ou les soldats d'infanterie qui opèrent de manière plus massive. Le travail réalisé, ainsi que pour ces petites unités d'élite, s'inscrit ainsi parfaitement aux besoins des forces de sécurité en période de coronavirus. L'intérêt est ici d'exposer le moins possible de soldats qui seraient susceptibles de pouvoir être contaminés par le virus. Imaginez qu'un soldat soit testé positif au Covid-19 et qu'il soit en contact d'une dizaine de soldats autour de lui. Et bien finalement, ces 11 soldats ne peuvent plus opérer et doivent rentrer en isolement. Ce qui n'est pas le cas pour les unités d'infiltrés qui opèrent avec quelques combattants à chaque fois. Donc même si un combattant a été contaminé, le risque qu'il contamine d'autres combattants autour de lui est nettement moins important que pour les forces d'infanterie. Merci, Oren Arbitoun. Voilà, cette édition de Défense est terminée. Cette saison également, juste une pause de quelques semaines pour recharger les batteries. Nous reviendrons début septembre avec de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles interviews. À l'occasion de vous remercier chez vous d'être toujours aussi fidèles et toujours plus nombreux à suivre Défense. Je voudrais personnellement remercier également mes drôles de dames, Tara Lévy, Lise Benkemoun, Ossane, Nicole, pour me suivre de la plus belle des manières dans cette aventure. Soyez en sécurité dans le monde de la défense. À très vite sur Icon 4 News.